les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine dans notre émission Les Clés de l'IMO. Je suis Philippe Cohen, conseiller immobilier sur Marseille et sa région. Et aujourd'hui, je suis particulièrement ravi. Pourquoi ? Puisque je suis accompagné par Noah. Noah qui est en régie et qui rejoint la grande famille de Radio JM. Eh bien, quand on est si bien accompagné par une personne aussi solaire, ça fait très plaisir, puisque une émission, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait à deux. Donc Noah est mon nouveau binôme et j'en suis très content. Allez, tout de suite, le sommaire. Aujourd'hui, donc, dans l'Actu IMO, nous allons parler du marché qui est en reprise. Ensuite, les nouveaux matériaux qui composent nos logements, ils sont biosourcés. Le thème IMO de cette semaine, la succession immobilière. La question IMO qui a été posée cette semaine par Eva. Que faire si un propriétaire perce un mur porteur en copropriété? Et enfin, le bien IMO de cette semaine, nous allons nous rendre dans le 7e arrondissement pour un bel appartement qui est proposé à la vente dans le quartier de Saint-Victor. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite, c'est maintenant. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite. Alors dans l'actu IMO, nous voyons que le marché immobilier reprend des couleurs et c'est une bonne chose, en particulier dans les grandes villes françaises, avec la stabilisation des prix, le retour des acheteurs et la diminution des marges bancaires et les négociations qui se font un peu plus facilement. Donc le marché est à la reprise. Eh bien, savez-vous que Marseille enregistre la plus forte progression du marché avec une hausse de 2,9% sur un an. Donc ce sont des signaux encourageants. Bon, reste à voir si ce marché se maintient et reste stable. Et ce sont les petites surfaces qui ont le vent en poupe et qui bénéficient davantage de cette dynamique. Ensuite, nous allons, dans l'actu IMO, nous allons voir que ce sont les matériaux biosourcés qui aujourd'hui font partie des constructions. Ils s'imposent de plus en plus. Donc tout ce qui est matériaux biosourcés et bas carbone, tels que le bois, le chanvre, la paille, le textile recyclé et la ouate de cellulose qui s'impose progressivement dans le secteur de la construction. Essentiellement pour l'isolation des murs, des combles et des toitures, ainsi que des éléments des préfabrications qui sont faites hors des sites. Et donc nous voyons qu'en 2023, ces matériaux étaient recensés à hauteur de 11% du marché français contre seulement 1% en 2009. Donc une progression assez sensible. Également, l'impact positif qu'ils ont sur le fait qu'ils arrivent à capter, ils ont capté plus de 200 000 tonnes d'équivalent CO2 en 2023. Et d'ici 2030, la capacité à capter donc est estimée à plus de 600 000 tonnes. Voilà, malgré un coût parfois élevé, donc ces matériaux biosourcés s'affirment comme une alternative prometteuse pour un avenir de nos logements plus respectueux de l'environnement. Voilà ce qu'on pouvait dire dans l'actu IMO. Alors tout de suite, nous allons aborder le thème de cette semaine. Nous allons aborder les grandes lignes, bien sûr, puisque nous allons explorer ensemble les différentes étapes et les aspects importants de ce qu'on appelle la succession immobilière. Donc nous allons voir qu'est-ce que la succession et les différentes étapes. Alors, qu'est-ce que la succession immobilière ? Eh bien, la succession immobilière, c'est le processus par lequel les biens immobiliers d'une personne décédée sont transmis à ses héritiers. Ce processus peut être long, parfois coûteux, surtout
lorsqu'il s'agit de biens immobiliers, comme des maisons ou des appartements. Et donc, il est très important de comprendre comment fonctionne la succession pour traverser cette période en toute sérénité. Alors, les différentes étapes de la succession immobilière. Alors, la première étape, bien sûr, ça commence dès le décès de la personne, puisqu'il faut déclarer ce décès à l'administration. Et à ce moment-là, on commence à établir un inventaire patrimonial. Un inventaire patrimonial complet du défunt qui est réalisé. Et cet inventaire inclut les biens immobiliers, les comptes bancaires, les assurances-vie, etc. Nous allons nous focaliser uniquement sur les biens immobiliers. Donc c'est cet inventaire qui permet de calculer les droits de succession. Alors, l'estimation des biens. Donc l'estimation immobilière est une étape importante, une étape clé. Pourquoi? Puisqu'elle permet de déterminer la valeur vénale du bien, c'est-à-dire la somme qu'une personne obtiendrait à la vente de ce bien. Ensuite, il y a les droits de succession. Alors, les droits de succession sont des taxes à payer à l'administration fiscale. Leur montant dépend du patrimoine immobilier du défunt et du degré de parenté entre le défunt et les héritiers. Par exemple, les parents jusqu'au 4e degré peuvent bénéficier d'exonération, mais au-delà, les droits de succession peuvent atteindre jusqu'à 60% de la valeur de la quotité disponible. Le conjoint, lui, a des droits spécifiques, pouvant choisir entre l'usufruit total, c'est-à-dire la faculté d'utiliser le bien sans en être propriétaire, ou 25% en pleine propriété si le défunt a des enfants. Alors, quelles sont les conséquences fiscales? La succession immobilière a bien évidemment des conséquences fiscales importantes, puisque en plus des droits de succession, il y a d'autres frais à prendre en compte, comme la taxe de publicité foncière, l'état hypothécaire et la rémunération du conservateur. Et donc, il faut bien prendre en compte ces frais qui peuvent représenter parfois une somme non négligeable. Il y a des exonérations. Il existe des exonérations possibles en cas de succession. Par exemple, les biens légués à des associations ou à des fondations reconnues d'utilité publique qui sont exonérées des droits de succession. De plus, si vous avez été domicilié en France pendant au moins 6 mois au cours des 10 dernières années, eh bien, vous pouvez bénéficier aussi de certaines exonérations. Alors, le règlement complet de la succession, donc, il prend en moyenne 6 mois. C'est le délai pour payer les droits de succession et en cas de retard, des intérêts sont dus aux autorités fiscales. Et il est donc important de respecter ce délai pour éviter des frais supplémentaires. Mais parfois, il arrive que la vente d'un bien puisse prendre plus de 6 mois. Alors à ce moment-là, vous avez un papier, c'est un mandat de vente. Quand vous avez confié votre bien à la vente auprès d'un professionnel, vous avez un mandat de vente que vous envoyez à l'administration fiscale pour ne pas justement avoir ces pénalités. Alors il y a un cas particulier, c'est le cas de l'indivision successorale. C'est-à-dire, ça signifie que les biens du défunt appartiennent collectivement à l'ensemble des héritiers. Chaque héritier, qu'on appelle indivisaire, détient une quote-part des biens en fonction de ses droits dans la succession. Alors, comment on gère l'indivision? Les décisions concernant les biens indivis donc, doivent être prises collectivement. Et avant la réforme de 2006, il fallait l'unanimité pour prendre des décisions sur les biens. Désormais, depuis 2006, certaines décisions peuvent être prises par une majorité représentant les 2/3 des droits indivis. Ensuite, donc, les actes de gestion courante, comme le renouvellement des baux d'habitation, peuvent être réalisés plus facilement, tandis que les actes les plus importants, comme la vente d'un bien, nécessitent un accord plus large.
Donc c'est pour ça qu'il était important depuis 2006 que cette réforme puisse être plus souple dans le cadre de décision, entre les héritiers. Il y a aussi un principe où on peut sortir de l'indivision. L'indivision successorale est une situation temporaire puisqu'elle prend fin avec le partage de la succession où chaque héritier reçoit la part des biens. Ce partage peut être demandé à tout moment par l'un des indivisaires. Si les héritiers ne parviennent pas à s'entendre sur le partage, eh bien il est possible de saisir les tribunaux pour régler la situation. Bien évidemment, il faudra toujours privilégier un accord entre les parties avant de saisir les tribunaux. Les obligations des indivisaires, puisque effectivement ils ont des obligations, chaque indivisaire doit contribuer aux charges. Donc les indivisaires, ce sont les héritiers avec chacun sa part. Ils doivent contribuer aux charges et aux dettes de l'indivision en proportion de leur quote-part. Cela inclut les frais d'entretien des biens, les impôts, les charges qui sont en cours sur le bien. Et les indivisaires peuvent également céder tout ou partie de leur droit indivis à une autre indivisaire ou à un autre tiers. Il y a d'ailleurs une convention d'indivision. Pour éviter les conflits et faciliter la gestion, les héritiers peuvent conclure une convention d'indivision. Cette convention fixe les règles de gestion des biens indivis et peut prévoir pour une durée déterminée pour l'indivision. Généralement, cette durée est limitée à 5 ans. Donc l'indivision successorale est une phase de transition dans le règlement d'une succession où les héritiers doivent collaborer et gérer les biens jusqu'à la répartition définitive. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce sujet. Nous continuerons la semaine prochaine, toujours sur le même sujet de la succession, et nous aborderons le thème de la réserve héréditaire et la réserve réservataire, avec la quotité disponible de chacun. À présent, nous avons la question IMO. Notre question IMO cette semaine a été posée par Eva. Merci Eva d'avoir posé la question suivante. Que faire, nous dit Eva, si un copropriétaire perce un mur porteur dans son lot de copropriété sans autorisation? Eh bien, si le mur porteur est une partie commune, la loi de la copropriété de 1965 prévoit que cet accord doit être adopté par l'Assemblée générale à la majorité. D'ailleurs, il est dit « L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et cela doit être conforme à la destination de celui-ci. » Donc, bien évidemment, il faut une autorisation de l'Assemblée générale pour percer un mur porteur. Et d'ailleurs, il y a un jugement qui a été fait pour des percements de trous dans un mur porteur sans autorisation de la copropriété et qui aussi constituait un trouble manifeste illicite des voisins. Donc, effectivement, la personne avait été condamnée. Donc, soyez prudents et demandez toujours l'autorisation au syndic qui est l'intermédiaire pour les copropriétaires. Alors, le bien IMO de cette semaine qui est à la vente, nous allons cette semaine dans le 7e arrondissement de Marseille, donc dans le quartier Saint-Victor, sur l'avenue de la Corse. Et sur cette avenue, nous avons un bel immeuble, année 1920. Nous sommes au 4e étage. L'appartement est traversant avec une belle vue dégagée. D'un côté sur Notre-Dame, de l'autre côté Vieux-Port. Et donc c'est un appartement avec une belle réception à l'entrée, un appartement de type 3 de 75 mètres carrés. Donc la réception qui nous accueille à l'entrée de l'appartement et ensuite donc un séjour ouvert sur un balcon.
Et nous avons une cuisine indépendante et 2 belles chambres avec une salle de bain aussi, bien évidemment. Nous avons le 120 € de charge pour cet appartement au 4e étage avec ascenseur. Le chauffage est électrique et nous avons une taxe foncière de 950 €. Le prix de cet appartement dans le 7e arrondissement, 75 mètres carrés, 299 000 €. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, merci beaucoup de votre écoute, de votre attention. N'hésitez pas à me solliciter pour des questions, des compléments d'information au standard de la radio 04 91 37 78 78 ou directement sur mon portable 06 02 720 307. Je vous dis rendez-vous, chers auditeurs, chères auditrices. À la semaine prochaine, toujours même jour, même heure et toujours de bonne humeur.